Merci. Bah oui, donc bonsoir tout le monde et merci d'être venu. J'avais un petit peu peur, on va dire, avec le match ce soir, mais c'est cool. Un petit peu de monde, c'est bien. Hier, j'étais à Bruxelles. On a fini à 21 heures. Mais, tombé sur un bug, on a fait une séance de debugging commun. Donc ça durera un petit peu plus longtemps. Je vais essayer d'être plus court aujourd'hui. Euh, c'est chouette, hein. Donc le lapin, c'est le lapin de GraalVM, pour ceux qui connaissent GraalVM. On va en parler un petit peu ce soir. Vous pouvez presque plus me trouver sur Mastodon, sur Twitter, je suis passé sur Mastodon. Donc là c'est écrit un peu petit, mais voilà, j'enverrai les slides de toute façon, donc vous pourrez récupérer ça soit je suppose sur le jug, soit ben, par un copain, hein, voilà. Je vais commencer par me présenter, donc Cédric Champeau, je travaille actuellement donc, chez Oracle Labs, dans l'équipe Micronaut. Donc Test Resource en fait c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé moi, mais je fais différentes choses chez Oracle Labs, donc je travaille notamment sur tout ce qui est productivité de développeur on va dire. Donc tout ce qui est outils, tooling, build, etc. Optimiser les performances. Et puis avant en fait je travaillais chez Gradle, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent déjà peut-être? Ok, un seul, les autres vous faites du Maven? Ouais. Bah là, vous allez pleurer quand vous allez voir les démos de Gradle ce soir. Avant, je faisais du Groovy, donc je travaillais chez VMware. J'ai notamment fait le compilateur statique de Groovy à l'époque. Là, la photo que vous avez, c'est une des photos que je prends. Donc ça, c'est mon loisir à moi. Donc j'ai un autre compte Mastodon en fait où je ne fais que publier sur l'astronomie. Et donc ce soir, j'aurai un petit tirage à faire gagner à quelqu'un. On verra. Tirage. Dernière photo que j'ai prise, nébuleuse d'Orion. Donc voilà, on verra ça. Il y aura un petit tirage, je sais pas comment on va le faire, on se débrouillera entre nous, si on a qu'on des idées. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse, ce domaine-là aussi. Qui connaît déjà Micronaut? L'a déjà utilisé, on va dire. Personne. Ok. Qui fait du Spring Boot? Quarkus? Un petit peu aussi, d'accord. Alors je suis pas trop surpris. Alors c'est vrai que ça dépend des jugs, mais il y a des jugs où j'avais quasiment personne qui n'avait fait de Quarkus non plus. Bon voilà, Micronaut on va parler, c'est un petit peu la même philosophie que Quarkus. Donc Micronaut qu'est-ce que c'est? C'est un framework, dedans il y a nos micros. Alors micro, on va se dire microservices, mais c'est pas que ça, faut vraiment pas le voir que comme un framework pour les microservices. C'est un framework Java générique pour construire des applications qu'on va dire modernes. Et donc moderne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est s'adapter en fait au monde d'aujourd'hui en termes de développement. Donc avoir des applications qui vont être plus rapides à démarrer, qui vont consommer moins de mémoire, et donc typiquement pour aller se déployer sur du Amazon Lambda, ce genre de choses. Donc faire du serverless, etc., etc. Donc ça c'est un premier aspect, donc s'adapter un petit peu au mode de développement d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne supporte pas d'autres modes, donc vous pouvez aussi faire du monolithe si ça vous amuse. On a par exemple un backend qui va utiliser Tomcat, c'est totalement possible de le faire, mais par défaut, on va plutôt axer sur des technologies plus récentes, donc du NetEase. Et puis derrière, en fait, une des particularités de Micronaut par rapport aux autres frameworks, ça va être la façon dont on procède pour construire vos applications. Et donc Micronaut va faire vraiment le focus sur le maximum à la compilation, donc au build time, au lieu de le faire au runtime. Donc qu'est-ce que ça veut dire clairement? Donc pour tous ceux qui sont familiers avec du Spring Boot, bah voilà, vous voyez très bien que quand vous allez faire votre injection de dépendance, vous avez des bins, il va falloir faire de l'introspection de ces bins pour récupérer toutes les propriétés, savoir ce qu'on peut injecter. Il va y avoir des proxys qui vont être générés, par exemple si vous faites du transactionnel, bah, il va y avoir des proxys qui vont être générés au runtime. Donc tout ça en fait ça a un coût. Ça a un coût au démarrage de l'application, ça a un coût en mémoire et ça a un coût à l'exécution. Donc on paye trois fois en fait le coût. Micronaut va faire tout son travail à la compilation au lieu de le faire à l'exécution. Donc en fait on va payer le coût à la compilation, mais dans les démos que je vais faire là, vous allez voir que le coût en fait on le voit pas, parce que ça reste relativement rapide. Et donc typiquement voilà, j'ai mis quelques exemples de ce qu'on va calculer à build time, donc bah, toutes les informations d'introspection de bin typiquement.
toutes les méta-annotations. Donc par exemple c'est ça qui nous permet de faire des choses intéressantes. Donc si là je vois que vous êtes tous familiers avec Spring Boot, vous allez voir tout à l'heure je vais utiliser des annotations sur mes bins, c'est pas les mêmes que dans Spring Boot. Pour autant en fait vous avez un module que vous pouvez rajouter où vous allez utiliser les annotations de Spring Boot directement dans Micronaut et en fait on va faire le mapping des annotations boot vers des annotations Micronaut à la compilation. Donc ça vous permet de ne pas avoir à apprendre les annotations spécifiques Spring Boot, Micronaut par exemple, et de réutiliser ça de manière transparente. Donc c'est vraiment, voilà, tout est fait pour simplifier le développement du point de vue du développeur. Une chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est que typiquement dans Micronaut, il va y avoir 0 proxy généré. Donc il ne va pas y avoir ce surcoût en fait d'invocation dynamique que vous avez dans d'autres frameworks. Donc on va générer des classes à l'exécution, à la compilation au lieu de les générer au moment de l'exécution de l'application. Et enfin, le dernière chose que j'ai dit, c'est le class loading. En fait, on l'a simplifié au maximum. Dans Micronaut, il y a un class loader, point final. Donc, tout est dedans, et puis on se débrouille avec ça. Donc après, ça ne vous empêche pas, vous, de faire un petit peu votre sauce si ça vous amuse, mais par défaut, de toute façon, ça sera class loader unique. Est-ce que vous êtes familier avec GraalVM ou pas? Pas du tout. Donc je vais rappeler un petit peu ce que c'est. Donc GraalVM, en fait, on va dire, il y a deux branches, deux grands aspects. Le premier, c'est une distribution du type OpenJDK, où vous allez avoir une machine virtuelle qui s'appelle GraalVM. D'accord? Donc ça, vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. Il y a une version qui s'appelle Community Edition, que moi j'utilise tous les jours en fait. Vous pouvez l'installer. Et c'est en fait un JIT différent de celui qui est typiquement fourni dans OpenJDK. Donc en fait ce JIT il est fait pour optimiser les performances. Dans la version Enterprise de GraalVM, il y a des optimisations supplémentaires, et puis il va y avoir des choses qui vont se faire un petit peu sur l'autre partie Native Image, dont je vais parler après. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une machine virtuelle que vous pouvez utiliser à la place de votre JVM classique. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième sur lequel moi je vais plus insister, c'est Native Image. Donc là, c'est vraiment, quand on parle de GraalVM, en fait, la plupart des gens parlent de ça. Ils parlent de Native Image. Et Native Image, c'est un outil qui vous permet de prendre votre code Java et de le compiler en natif sur votre plateforme. Donc en fait, on va obtenir un binaire natif. Au lieu d'avoir une machine virtuelle Java qui va tourner, ça va vraiment être du code natif. Donc ça c'est vraiment intéressant pour plein de raisons. Et les raisons pour lesquelles ça va aussi super bien marcher avec Micronaut, c'est un petit peu celle-là. Les binaires natifs et générer du natif, en fait, ça a des grosses contraintes. Et vous verrez de toute façon quand je ferai mes démos que la compilation prend du temps. Et c'est parce qu'il faut aller explorer tout le graphe de méthodes qui peuvent être appelées, pour voir vraiment tout l'univers, etc. Et typiquement, ce genre de choses, bah, ça marche pas très bien si vous avez si vous utilisez les API de réflexion, si vous utilisez des proxys, si vous utilisez ce genre de choses, bah, en fait, c'est pas impossible de le faire. Il y a des outils qu'on fournit qui permettent de générer cette configuration pour vous, mais c'est pas trivial. Il y a vraiment de la configuration à faire. En fait, Micronaut vient avec sa configuration déjà pour des librairies tierces pour lesquelles on fait du support de premier niveau. Et puis autrement, de toute façon, comme lui, en fait, Micronaut n'utilise pas du tout de réflexion, n'utilise pas de proxy et pas de class loading dynamique, bah, en fait, il n'y a pas du tout ce genre de problème. Donc en fait, vous éliminez tous ces problèmes-là et donc ça marche super bien. Donc d'office, vous allez obtenir des applications qui vont tourner sur en natif sur des plateformes sans que vous ayez rien à faire. Donc là, bah, on verra les démos un petit peu. Mais pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est aussi la question. Pourquoi on va aller s'amuser à faire du natif? Bah, typiquement, voilà, si vous faites du AWS Lambda, vous savez que le temps de déploiement de la première invocation, en fait, elle est toujours plus longue. Et bah, ça a un coût. Ça a un coût en termes d'argent, de toute façon. Plus vous allez mettre de temps à lancer votre lambda, bah, plus ça va vous coûter d'argent. Mais derrière, c'est aussi l'utilisateur qui va attendre pour la première requête. Donc si vous avez un batch derrière et que bah, il y a plusieurs requêtes qui viennent, elle reste en vie, votre lambda, pendant un certain temps. Mais après, hop, ça redescend et donc vous allez payer à chaque fois des coûts d'invocation.
Là, bah, en fait, en passant par du natif, on va pouvoir obtenir des temps de démarrage de l'ordre de 20 millisecondes. Et puis aussi, on va aussi réduire le coût des instances sur lesquelles vous allez déployer, puisqu'on va pouvoir réduire l'impact mémoire. Donc on va obtenir des images qui vont consommer beaucoup moins que des images Java avec une VM. Donc c'est un petit peu l'intérêt d'utiliser natif. C'est pas le focus de cette présentation, mais je vais utiliser dans les démos, vous allez voir. Donc c'est très bien puisque vous n'êtes pas tous à avoir utilisé Micronaut. On va en fait faire la présentation en, on va dire, deux étapes. Une première où je vais vous montrer plus ou moins Micronaut ce que c'est et puis du code Java un petit peu pour voir comment on développe son application Micronaut. Et puis derrière je vais parler plus spécifiquement de test ressources. D'accord? Donc là ce que vous avez ici, l'URL, je ne sais pas si elle est bien visible avec le projecteur, mais c'est le micronaut.io/launch. Et c'est en gros, si vous connaissez déjà Spring Starter, c'est le même principe. L'idée, c'est de générer une application en sélectionnant des features, ce qu'on appelle des features. Donc par exemple, moi pour mes démos ce soir, je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Data JDBC. On verra ce que c'est plus tard. Et puis je vais rajouter une autre fonctionnalité où je vais utiliser une base de données Postgres. En règle générale, j'utilise Postgres dans mes démos parce que la base de données est plus rapide à démarrer. MySQL, typiquement, ça prendrait 10 secondes à chaque fois à démarrer, c'est un peu pénible pour les démos. Mais ça marche très bien aussi, il n'y a pas de problème. Donc après, on choisit sa version de Java, et puis on va pouvoir sélectionner les langages. Donc ça, c'est les trois langages que vous avez là, c'est les langages que Micronaut supporte. Java, Groovy, Kotlin. Pas de Scala. Clojure non plus. C'est moins à la mode, on va dire. Derrière, on donne son petit nom. Donc là, on va faire un jug. Non, il n'y a pas de T à la fin. À chaque fois, j'ai tendance à mettre un T, mais il n'y a pas. Je vais faire du Gradle Kotlin et je vais vous montrer pourquoi. Et puis, donc, dans les choses intéressantes, c'est si vous revenez plus tard. Ah, j'ai perdu ma connexion. Alors, c'est la seule démo qui nécessite une connexion et je l'ai perdue. Hop, alors. C'est mon point d'accès qui s'est déconnecté. C'est pas grave. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que quand, en fait, par exemple, vous commencez une application, vous sélectionnez des features, et puis après, vous décidez, tiens, j'ai besoin de celle-là en plus. En fait, vous pouvez revenir sur le starter, et quand vous allez cliquer sur le diff, il va vous montrer la différence, donc vous allez pouvoir savoir quelles sont les dépendances à ajouter. Allez, s'il te plaît. Il me faut un petit... Voilà, hop, il est revenu. Et si je fais mon diff... Voilà, je l'ai. Donc là, ça vous montre par exemple les choses qu'il faut rajouter dans votre fichier de build. Après, la preview qui va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le projet, mais comme je vais vous le montrer en démo, c'est pas super intéressant. Et derrière, en fait, on peut sélectionner soit de pousser directement sur GitHub le projet, soit de télécharger un zip, ou alors d'utiliser la ligne de commande. Parce qu'en fait, tout ce qui est là, c'est aussi accessible avec une ligne de commande qui s'appelle MN. Et là, au lieu de le faire par l'interface web, vous avez la ligne de commande à générer. Donc là, je vais prendre le zip pour la démo, c'est plus facile. Et donc je vais extraire ça dans mon /temp pour l'instant. Oups. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. J'ai rajouté un truc à la fin. /temp. Ouais, c'est ça. J'avais rajouté un anti-slash. Hop. Et donc je vais ouvrir ça dans IntelliJ. Est-ce qu'il y en a qui utilisent autre chose que IntelliJ ici? Très bien. Donc je vais utiliser IntelliJ, mais à savoir qu'on supporte aussi VS Code. Et dans VS Code, en fait, vous avez des choses qui existent et qui ne sont pas disponibles dans la version Community Edition que moi j'utilise pour IntelliJ. D'accord? Donc je vous montrerai après, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et donc là, on est au jug. Non, j'ai encore mis un T. Hop. Et je l'ouvre. Je fais confiance parce que c'est moi. Et voilà, donc là il va m'importer mon projet, et donc j'ai rien à faire en fait. Dans IntelliJ, comme c'est un projet Java classique, il va faire sa petite synchronisation, il va me télécharger toutes les dépendances qui vont bien, et voilà, au bout d'un moment, mon projet s'affiche. Donc la structure elle est relativement simple, il y a une application, hop, je vais passer en plein écran pour vous montrer le point de démarrage. Bah, si vous êtes familier avec Spring Boot, c'est plus ou moins c'est exactement la même chose. Hein.
Voilà, donc on a juste un main qui sert à lancer l'application. Donc vous pouvez le lancer directement dans IntelliJ, mais moi pour les démos je vais utiliser la command line. C'est plus simple pour vous montrer un petit peu tout ce qui va se passer en arrière-plan. Donc par défaut en fait dans IntelliJ il va tout déléguer à Gradle, et donc ce qui est très bien, notamment pour la gestion des test ressources qu'on verra après. Donc vous avez un fichier de configuration qui pour l'instant utilise YAML par défaut. Dans la version 4 de Micronaut, ça passera en Properties par défaut, parce que YAML c'est bien, mais ça a tendance à prendre un petit peu de ressources en parsing. Donc quand on fait des images natives, en fait, on essaie de réduire au maximum en règle générale les dépendances. Donc c'est pour ça qu'on change de défaut. Moi je suis pas super fan de YAML, mais bon, enfin que tout le monde fait ça maintenant. Le fichier de build, à quoi ça ressemble. Donc tous ceux qui connaissent pas Gradle, vous inquiétez pas. C'est pas ça là-dessus qu'on va faire les focus, mais je vous ai dit qu'on utilisait du Kotlin DSL, donc Gradle ça vient soit en fait vous faites des scripts en Groovy, soit vous faites des scripts en Kotlin. L'avantage de faire du Kotlin, et si vous utilisez IntelliJ, c'est que vous avez la complétion derrière. Donc là si je fais test resource, et que je veux configurer par exemple la version, voilà, j'ai tout qui est configuré. Et si je fais une erreur dans mon script et que j'écris n'importe quoi, ça devient rouge. Donc voilà, si vous n'êtes pas familier avec Gradle, commencez par le Kotlin DSL, c'est beaucoup plus simple pour apprendre. Parce qu'en fait, rien qu'avec la complétion, vous allez avoir toutes les informations. Donc voilà, je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus sur les fichiers de build parce que c'est pas super intéressant pour cette session. Et puis on va maintenant lancer notre application. Donc là, je vous ai dit, je vais aller le faire à partir de la ligne de commande. Donc, comme j'utilise Gradle, je vais faire un Gradle W, qui est le Gradle Wrapper. Il y a quelque chose qui s'appelle le Maven Wrapper maintenant, qui est exactement la copie de ce que fait Gradle depuis un certain temps. Et donc là, je vais lancer une tâche qui s'appelle Run pour lancer mon application. Donc là, il me compile. Il fait des choses dont on parlera plus tard. Et puis au bout d'un certain temps, je vais avoir mon application qui va démarrer. Alors ça me fait la même chose qu'hier, c'est comme je passe par la 4G, il se passe des choses et ça met du temps au démarrage, mais ça ne devrait pas. Hop, donc ce qu'on peut faire, je vais changer ça pour les prochaines démos. On va faire un build. Je vais passer par un builder à la place. Je vais faire main class. Ah non, c'est pas ça. Micronaut point. Bon, c'est pas grave. J'ai plus la syntaxe en tête et comme j'ai pas envie de faire, je vais faire. Donc ce qui se passe là, c'est que Micronaut fait des choses quand on lance l'application par défaut. Donc ça va être changé dans la version 4 parce que justement on n'aime pas ça. Il lance des requêtes HTTP pour essayer de découvrir l'environnement dans lequel il démarre. Donc par exemple essayer de découvrir s'il est dans Google Cloud, dans Amazon, etc. Et se configurer automatiquement pour ces environnements-là. Voilà, donc là il s'est démarré. Je pense que ma requête HTTP elle était bloquée. C'est pour ça que ça a mis du temps. Donc là, quand on lance l'application, il se passe rien parce que de toute façon, j'ai pas de contrôleur, j'ai rien. Donc voilà, not found, c'est terminé. Donc là, on a fait notre première application Micronaut et vous avez vu que c'est super intéressant. Bon, donc là on va commencer à faire des choses et j'ai choisi Java 17 pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Micronaut. Et donc là, la démo que je vais faire en règle générale, c'est on va simplement stocker des citations. Donc je vais créer un record, on peut utiliser les records dans Micronaut. Donc on va commencer avec un ID qu'on va mettre en longue. Donc une citation, ça va avoir un auteur et puis la citation en elle-même. Donc comme c'est quelque chose que je vais vouloir stocker en base de données, je vais rajouter une annotation mappedEntity. Et puis je vais faire pareil pour certains champs. Donc là le minimum que je dois faire c'est ici dire que c'est un ID et que c'est une generated value. Et puis là on va le passer en auto. Je vais vérifier. J'ai pas besoin de mettre d'autres contraintes ici, mais par exemple il y a de la validation qui existe, donc vous pourriez faire du note nul, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Donc tout ça existe, mais ça c'est le minimum pour pouvoir stocker, donc c'est mon objet domaine. Voilà. Donc évidemment, ce que je vais vouloir faire, c'est stocker ça dans ma base de données. Et donc pour ça, on va faire un repository. Et repository, comment on va l'implémenter avec Micronaut Data JDBC, c'est en implémentant une interface que je vais appeler quote repository. Repository. Voilà.
Et donc là, je vais dire que c'est un JDBC repository. Et je vais lui passer le dialecte. Et comme j'utilise Postgres, je choisis Postgres. Je vais lui dire, s'il te plaît, tu étends de CRUD repository, qui prend deux paramètres, le type de l'entité, c'est quote, et le deuxième, c'est le type de l'ID, long. Donc ça, c'est le minimum que vous ayez implémenté pour faire un repository. D'accord? Après, Micronaut va se charger de l'implémenter pour vous. Il n'y a rien à faire. Donc là, moi ce que je vais faire quand même pour les démos, ce que je dis souvent, c'est ici j'ai une méthode findAll qui est héritée du CRUD repository. Je vais la surcharger juste pour les démos, pour renvoyer une liste au lieu d'un iterable parce que c'est plus pratique pour faire mes démos. C'est tout ce que je fais, le seul changement. D'accord? Et donc maintenant que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ça, normalement on fait du TDD. On fait des tests. D'accord? Je vais interrompre ma build, c'est pas la peine. Donc on va aller s'intéresser aux tests. Et puis on va aller voir, donc Micronaut dans le template par défaut, il nous a créé un test qui est super intéressant, qui fait juste un insert trou, donc nous on va essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant que ça. Donc là, au lieu de injecter mon application complète, je vais simplement injecter mon repository. Donc je vais faire un quote repository. Et donc derrière, je vais remplacer mon test. Et puis on va faire une quote où je vais mettre l'ID null pour l'instant parce qu'il n'est pas en base de données encore. Je vais mettre l'auteur, on va dire c'est moi. Et la citation, on va dire Micronaut, c'est cool. Ok. Tiens, c'est var. À chaque fois je me plante. Je voudrais mettre val en Java. J'en sais rien, Lombok j'ai jamais utilisé. D'accord. Bah moi je sais, enfin, après val c'est en Kotlin, c'est val. Bref, c'est pas le sujet. Donc maintenant, je veux stocker ça en base de données. Bah comment je fais? Je fais juste quote repository, save de mon entité, saved quote. Et puis donc on va faire une insertion et je vais faire volontairement une erreur. Je vais faire insert null de saved quote.id. Tac. Faut que je mette un point virgule. Voilà. Donc là c'est mon test minimum. Et puis maintenant, bah voilà, c'est ça. Donc je vous dis, on peut le faire depuis l'IDE. Donc je vais lancer test. Hop. On peut aller regarder ce qui se passe ici. Et donc mon test plante comme je m'y attendais. Donc il me dit bien, bah je m'attendais à nul. Et puis en fait, bah non, il avait quelque chose. Donc en fait, je corrige mon test. Et je vais faire assert not null. Je relance. Et là, si tout se passe bien, je devrais avoir mon test qui passe. Voilà. Donc là, il s'est déjà passé un certain nombre de choses en tâche de fond, sans que je vous en ai parlé, mais on a déjà ici utilisé les test resources. C'est-à-dire que j'ai utilisé du Postgres, et en fait, vous n'avez rien eu à configurer, vous avez juste téléchargé le zip et c'est terminé. D'accord? Donc après, je vais expliquer comment ça marche, mais vous avez déjà une base de données. Donc Micronaut test, c'est une annotation spéciale, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ces tests-là, c'est vraiment toute votre application qui est disponible ici. Donc l'application elle est lancée, donc si j'avais gardé le Micronaut application là qui était application context, et ben je peux en fait accéder à l'intégralité de mon application. Donc j'ai pas besoin de faire des mocks, ce genre de choses, parce que ça démarre suffisamment vite, tous les tests s'exécutent suffisamment vite pour que vous n'ayez plus besoin de moquer. Alors si vous voulez le faire, vous pouvez toujours le faire, mais nous on recommande de ne pas en faire parce qu'en fait les tests s'exécutent suffisamment rapidement. Donc ça va réduire la frontière entre les tests unitaires et les tests fonctionnels. Là vous allez pouvoir vraiment tester beaucoup plus vos applications. Et c'est vraiment un des points les plus vendeurs de Micronaut, c'est ça. C'est la facilité que vous allez pouvoir avoir à écrire des tests. Vous voyez, pas besoin d'implémenter le repository, le test @micronaut test, terminé, inject, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Bon, donc là j'ai fait mon test et je sais que mon repository je peux l'utiliser, mais il va quand même falloir que j'enregistrisse mon application pour pouvoir interagir en HTTP dessus. Donc là on va aller faire un contrôleur pour faire ça. Donc maintenant je vais ici et je vais faire un quote contrôleur. Cette fois c'est une classe. Et donc comme c'est un contrôleur, je vais utiliser la notation @controller et on va se placer sur le slash. Donc mon contrôleur va avoir besoin du repository.
et donc je vais l'injecter directement par le constructeur, j'ai pas besoin de faire plus. Ok? Donc maintenant, c'est là que je vous parle des annotations qui sont spécifiques Micronaut. Je vais faire un post plutôt. Un post sur /add, et puis on va dire quote, add quote, et donc qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il nous faut un auteur, il nous faut une quote. Et donc c'est là que je vais faire un return de mon quote repository, save de une new quote avec null, et puis author et quote. On est d'accord que dans la vraie vie, vous feriez des tests pour vérifier les duplicats, tout ça, mais là, c'est pas le but, hein. C'est vraiment vous montrer le minimum. Donc là, si je fais ça, déjà, je peux lancer mon application. Et je vais aller la lancer dans un mode spécial. Donc là, vous allez voir un des intérêts d'utiliser Gradle. Avec le petit -t qui est là. Et je vais vous expliquer après à quoi il sert. Le petit t. Je lance mon application. Et tourne, mais bon, je peux pas faire un post avec mon browser. Donc je vais le faire à partir de command line. Et donc je vais rajouter un petit terminal. Et on va faire un HTTP post. Très bien ça. Donc c'est exactement le même code que tout à l'heure j'ai mis. Donc là je lui poste ça en JSON. Et normalement, si je me suis pas trompé dans mon truc, il me renvoie le OK avec l'enregistrement et son ID. Donc voilà, en quelques minutes, vous êtes déjà capable de faire une application qui a son contrôleur, qui interagit avec la base de données, etc. C'est cool, mais là le problème c'est que en fait j'ai pas implémenté la méthode qui permet de lister. Donc je peux pas aller vérifier tout ça. Donc là je vais aller en fait retourner dans mon contrôleur et je vais la rajouter. Donc je vais faire un get et puis on va le faire sur le /list par exemple. J'importe. Et donc là on va faire un list quote, list all. Et on fait un return du quote repository.findAll. Je fais juste ça. J'enregistre. Je vais dans mon browser. Je fais /list. Et cette fois, je l'ai. Donc le /list, il existe. Donc en fait, c'est ça le -t. C'est mode continu. C'est-à-dire qu'en fait, ça enregistre tout le temps, tout ce que vous faites. Et à chaque fois que vous faites un changement, ça va faire le reloading automatique de l'application. Donc vous pouvez développer en live comme ça, et en fait ça va tellement vite que juste le temps de changer de fenêtre, en fait vous avez vu que l'application était rechargée. Donc là vous pouvez être surpris parce qu'en fait mon /list il a rien envoyé. Pourquoi est-ce qu'il a rien envoyé? Donc ça c'est le défaut à changer. Quand vous allez dans le application.yaml, en fait par défaut on est en create drop. Donc là au lieu de faire ça, je vais mettre en create. Donc à chaque fois que je vais relancer l'application, du coup il va pas me supprimer la base de données. Donc là, je suis toujours dans mon application, je l'ai relancé, j'ai ajouté mon enregistrement, et donc maintenant si je vais ici, ça liste bien. D'accord? Donc là, en fait, j'ai quelque chose qui tourne en tâche de fond, et qui m'exécute mon application avec une base de données. Et à chaque fois que je fais des changements, ça enregistre. Tout à l'heure, donc là je vais quitter. Et puis je vais faire, si je refais le run, un run tout court. On va voir ce qui se passe. D'après vous, si je vais sur le list, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir la liste? Perdu. Donc c'est vide. Le create, il dit juste create, lui c'est s'il n'y a pas de base de données, tu crées, mais s'il y en a une, tu fais rien. Donc c'est pas ça. Donc en fait ma base de données, c'est juste qu'elle a été détruite. Donc en fait, là on commence déjà à parler de test resource un peu. Le cycle de vie par défaut, et c'est bien par défaut, c'est le temps d'une build. Donc ça commence au début, et à la fin, ça coupe tout. On verra après comment on peut faire différemment. Donc là, par contre, je vous ai promis tout à l'heure de vous montrer un petit peu du natif. Donc au lieu de faire Gradle run, je vais faire un Gradle native run. Donc quand je fais ça, il va se passer plusieurs choses. Déjà, on voit qu'il y a plein de logs, tout ça. Donc ça, c'est native image qui passe à l'action.
Donc la compilation d'images natives, vous allez voir, ça va prendre à peu près 2 minutes. C'est assez long, donc c'est pas quelque chose que vous allez faire dans le développement de tous les jours. C'est plutôt quelque chose que vous allez faire en CI, et vous allez déléguer ce travail-là à la CI, et donc c'est une optimisation plutôt de déploiement. Et vous savez que vous allez déployer sur tel environnement, donc vous allez compiler une image native pour cet environnement. Pour autant, c'est bien de pouvoir la tester localement, donc vous pouvez faire un native run, ou vous pouvez vouloir aussi tester derrière. Donc on va voir comment ça marche. Mais à la fin, une fois que j'aurai terminé le native campaign qui est là, je vais avoir mon application qui va être lancée, et cette application, elle a bien été compilée avec l'archi de ma machine ici. Donc Linux, AMD64, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc mon application est démarrée, et je peux interagir avec elle. Si je vais sur /list, voilà, j'ai ça. Donc là, j'ai vraiment une application qui est en mode natif qui a démarré derrière. Donc c'est intéressant, donc pour le déploiement, tout ça, mais ce qui est aussi intéressant, c'est pouvoir vérifier que tout votre test suite passe en natif aussi. Donc là, au lieu de faire native run, je fais un native test. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que tous les tests que j'ai écrits dans mon source test là, sont eux-mêmes compilés sous forme de natif. Et donc ils vont être exécutés en natif. Et donc là, ça va vous permettre de vérifier que votre application va se comporter de la même façon dans le mode natif qu'elle se comporte dans le mode JVM. Hein, vous pouvez me dire, bah oui, mais a priori, pourquoi il y a une différence? Mais comme je vous ai dit, en fait, Native Image, il est assez capricieux en termes de configuration. Il ne peut pas tout accepter. Donc c'est toujours une bonne idée de vérifier que votre application passe la test suite. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça compile. Et le résultat qu'on va avoir, ça va être JUnit qui va nous le donner, mais vous n'allez pas l'avoir avec le même format que sur la JVM, parce que de toute façon, c'est pas le même runtime derrière. Donc là, vous allez voir que c'est beaucoup plus succinct. C'est cette espèce de tableau qui vous dit, bah, j'ai trouvé un test, et le test était successful. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est le même test que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le code que j'enregistre, qui est sauvegardé dans ma base de données, mais tout a été exécuté en mode natif. Donc les conteneurs, parce qu'on m'a déjà posé la question ici, ça n'a rien à voir avec Docker. C'est conteneurs au sens JUnit. Donc c'est, je crois que c'est test suite et test class, un truc comme ça. Ça va jusqu'ici? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. En jug, en règle générale, voilà, on a le temps. Alors là, je sais que vous êtes peut-être pressé, mais... Donc, bah voilà, c'était voilà, première rencontre, on va dire, avec Micronaut, tout ce que ça vous permet de faire. Et voilà qu'en quelques minutes, on est capable déjà de construire des applications simples, hein, on va pas dire, mais qui sont déjà à utiliser les fonctionnalités comme celle-ci, donc une de mes préférées, le Micronaut Data. Et dernière chose que je vais vous montrer, et donc là ça va être l'illustration d'une des différences avec le VS Code, c'est par exemple ici je vais faire un quote find by mais. Voilà, parce que string mais parce que j'ai pas d'originalité. Donc si je fais ça, donc si vous êtes familier avec Spring Data, vous allez me dire c'est la même chose que Spring Data. En fait, l'auteur de Spring Data c'est le même que l'auteur de Micronaut Data. Donc c'est Graham Rocher. Graham Rocher, c'est lui qui a créé Micronaut, qui avait créé Grails à l'époque, et il avait lancé Spring Data chez Spring à l'époque. D'accord? Donc toutes les idées elles sont pas neuves, mais par contre l'implémentation est complètement différente. En fait, maintenant avec Micronaut, quand on fait ça, la différence avec Spring Data, c'est que ça, c'est fait à la compilation. Donc maintenant, si je vais dans mon terminal et que je fais un Gradle, alors GW c'est mon raccourci pour Gradle W, ça va être plus facile. Hein. Si je fais un Gradle run, on va voir tout de suite que ça plante direct. À la compilation, je vais avoir une erreur sympa qui me dit, bah, en fait, sur ton entité quote, la propriété mais n'existe pas. Donc ça plante dès la compile, au lieu d'avoir l'erreur runtime comme vous auriez sur Spring Data, là vous savez déjà à la compilation que ça ne marche pas. Et donc si vous utilisez VS Code, c'est encore mieux parce que là il vous le dit directement ici. Vous n'avez pas besoin de même pas passer à la phase de compilation derrière. C'est parce qu'il utilise comment ça s'appelle, Language Server Protocol là, de NetBeans.
qui lui utilise directement le compilateur Java derrière. Donc ça c'est vraiment sympa aussi, Micronaut c'est vraiment fait pour ça, c'est avoir le maximum de feedback à la compile plutôt qu'au runtime. J'espère que ça vous plaît aussi, parce que sinon c'est un peu dommage. Ça a été? Première démo? J'ai perdu personne? Allez, donc un petit résumé de ce qu'on a vu jusque-là. Donc là c'était en fait une démo qui impliquait Micronaut Data JDBC. Donc Data ça va être la partie JDBC Repository que vous avez vu. Donc on supporte JDBC mais aussi JPA, Hibernate, donc il y a plein de technos différentes que vous pouvez utiliser avec Data. Il faut vraiment aller voir, il y a plein de... Si vous allez sur le starter et que vous regardez les features, il y a plein de choses. Et puis derrière en fait, je vous en avais pas encore parlé, mais il y a Test Resource qui s'est mis en action. Puisqu'en fait, j'ai pas eu à installer sur ma machine de Postgres, quoi que ce soit, pour pouvoir utiliser tout ça. Et donc les tests sont grandement simplifiés parce qu'en fait j'ai pas besoin de faire ce setup. Donc tout l'intérêt de Test Resource, ça va être ça. Test Resource, c'est de vous simplifier tout le setup pour que vous faites un checkout de projet, et ben vous avez tout disponible. Donc pas besoin de faire un readme qui dit tu dois faire Docker, machin, pour lancer les conteneurs, exposer telle variable d'environnement, etc., etc. En fait ça, on oublie puisque tout est fait de manière simple. Donc on a vu un certain nombre de commandes que je résume ici. Elles existent aussi avec Maven, rassurez-vous, sauf tout ce qui est le -t. Le -t c'est du spécifique à Gradle, le mode continu, donc ça vous ne l'aurez pas avec Maven. Après je vais vous montrer plus tard d'autres choses qui ne sont pas possibles avec le plugin Maven, mais en règle générale nous on vous recommande vraiment d'utiliser Gradle parce que en termes de productivité développeur et d'expérience utilisateur, c'est le jour et la nuit, hein. Ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. En fait j'ai oublié dans ma démo de vous montrer le fameux Start Test Resource, donc je vais revenir en arrière. Comme quoi, même après avoir fait la démo plusieurs fois, il m'arrive d'oublier des choses. Donc là ce qui se passait, et je vous dis ce qui est un peu embêtant, c'est que quand en fait j'arrête et que j'interromps mon run, je perds le contenu de ma base de données. Donc si je veux en fait qu'il reste en vie, je peux lancer une commande. Hop, je vais passer en écran plein pour que vous voyez derrière, full screen là, hop. Donc je vais faire un start test resource service. Donc ça je le fais en première étape. Donc là Gradle il me dit ok, tout va bien. D'accord. Donc là il a fait quelque chose en tâche de fond. Et maintenant je vais faire mon Gradle run. On va attendre qu'il se lance. Voilà. C'est running. Je vais rajouter mon enregistrement. Mais donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là j'interromps. Et avant quand je faisais ça, mon conteneur était perdu. Là si je relance, et que j'ai pas d'effet Bonaldi, c'est pour les plus anciens. Voilà, donc là c'est resté. Donc ça c'est assez cool parce que ça permet, voilà, si vous voulez jouer sur que TDD c'est pas forcément votre truc, vous pouvez commencer à jouer avec votre application, rajouter des trucs, pas perdre vos données de test, et puis après vous faites vos tests proprement derrière. Donc suivant votre mode de développement et la façon dont vous pensez, vous pouvez utiliser soit du pur TDD, donc ça je sais que par exemple Graham Rocher lui ne fait que du TDD. Il commence vraiment par écrire ses tests et puis après il implémente ses trucs. Moi j'ai une approche plutôt mixte. J'écris mon code, je fais des tests comme ça, après je vais réécrire mes tests, je vérifie quand même qu'il plante au passage, mais voilà. Donc suivant votre mode de pensée, vous pouvez adapter. C'est plutôt pas mal. Donc là vous allez me dire c'est cool, mais maintenant comment je fais pour éteindre ces bêtises là derrière, parce que j'ai quand même les conteneurs Docker qui tournent. Donc vous pourriez tenter d'aller faire un Docker PS et puis d'aller les tuer à la main. Faites pas ça, en fait c'est plus simple que ça. Vous faites un Gradle stop test resource service, ou un Gradle en fait on peut faire TRS là, on peut simplifier les lignes de commande, et puis là ça se termine. Et donc là, tout est éteint. D'accord? Mais déjà c'est intéressant de voir ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait l'entité qui gère la base de données, elle est complètement séparée de votre application elle-même. Donc ça c'était une des principales raisons du design de Test Resource, c'était de séparer votre application, son ClassPass, de tout ce qui est nécessaire pour ces tests. Et donc notamment en interne, Test Resource utilise Test Containers pour faire tous les conteneurs Docker, interagir avec eux. Et pour ceux qui ont déjà utilisé Test Containers, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais voilà, ça rajoute pas mal de dépendances sur votre ClassPass. Et si vous voulez faire du natif par exemple, c'est juste pas possible. Vous pouvez pas faire
compiler une test suite native qui utilise test containers. Il y a trop de choses sur ClassPass, la configuration marche pas, donc c'est juste pas possible. Nous on voulait éviter cet écueil, donc on a fait quelque chose qui permet d'intégrer ça en séparant les process. Donc votre application de test, elle est là, et elle communique avec un serveur qui lui envoie ses ressources de test, tout simplement. Alors, comment ça marche en pratique? Si je vais dans mon dossier main ici en fait, et que je retourne dans mon fichier de configuration, la chose que j'ai passé un petit peu sous silence, c'est cette section-là, à part pour le schema là, mais donc c'est la configuration des data sources. Donc là, les data sources, bah, c'est ça, voilà, je lui en définis une par défaut, mais il peut y en avoir plusieurs, avec le driver, le type de base de données, mais j'ai pas configuré l'URL, j'ai pas configuré le mot de passe, j'ai pas configuré l'utilisateur. Et en fait, c'est ça qui fait la magie derrière. C'est comme c'est pas configuré, et ben, Micronaut Test Resource va savoir que tiens, en fait, moi je suis capable de te filer une URL pour une base de données. Et donc il va lui injecter ces informations-là quand l'application va démarrer. Donc c'est pas, ça fonctionne, on va dire, par effet de bord. Le fait que une propriété ne soit pas spécifiée fait qu'on va aller démarrer les conteneurs de test. D'accord? Donc en fait ça c'est une idée qui est pas de nous, ça vient de chez Quarkus, ils font exactement la même chose. Après l'implémentation, la façon dont c'est fait c'est complètement différente. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu le même principe. T'as un vrai Docker qui tourne avec un Postgres dessous derrière. Non, il s'est débrouillé tout seul, il a choisi une version par défaut. Ouais. Donc après, on peut surcharger les images au cas où. Voilà. Il y a tout un tas de configurations. Mais par défaut, il fait le minimum. Il dit tiens, ça doit marcher. C'est que pour les tests. Ouais. Une fois que tu pars en prod, voilà. Une fois que tu pars en prod, il va falloir spécifier. Donc là, tu auras par exemple l'URL qui va être spécifiée. Voilà. Mhm. Ah ouais, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, on est sur du développement essentiellement local sur votre machine. C'est vraiment fait pour simplifier ça, c'est développement et expérience développeur, pas expérience utilisateur. Le reload des bases de données, tout ça en prod, c'est autre chose. Ouais, pas de problème, pas de souci. Uhum. Ouais, ça marche aussi. J'aborde pas ça, je fais simple exprès de simplifier. Là, même c'est pas beau ce que j'ai fait dans mon contrôleur, typiquement parce que j'utilise le thread principal, mais normalement on devrait mettre une c'est géré. Ouais. Donc en fait on gère réactif, vous pouvez choisir la librairie réactive que vous utilisez et ça supporte R2DBC aussi. Ok, donc je vais revenir rapidement sur mes slides. Donc ça c'était le start test resource, ça c'est vraiment pour vous dire, en fait vous le lancez en tâche de fond. Et le stop derrière. Donc quand on lance les tests en natif, c'est exactement la même chose qui se passe. Et c'est comme ça que fonctionne la magie. C'est que en fait l'application qu'on compile, Native Run ou Native Test, en fait c'est une application qui va être vraiment native. Mais toute la partie compliquée qui était test containers et compagnie, en fait elle est toujours à fonctionner sur un process Java qui lui, sans moi qui soit natif. Donc c'est ça qui nous permet de vraiment s'intégrer proprement et faire fonctionner tout ça. Donc là je vais passer à une autre démo qui est un petit peu un cas d'utilisation un petit peu plus compliqué mais pas beaucoup plus. Où en fait au lieu d'avoir une seule application, je vais en avoir deux qui tournent en même temps. Donc pourquoi deux qui tournent en même temps? Vous imaginez que j'ai une application qui gère un thermostat connecté. Et donc le thermostat connecté, il va avoir le serveur qui va recevoir des ordres. Et puis votre application, vous lui envoyez un ordre de passer à 19 degrés. Donc là, on va faire exactement ce truc-là. Donc il faut que j'aille rechercher... Alors j'étais hier à Bruxelles, donc je n'ai pas fait l'effort de changer le dossier.
Donc ne m'en voulez pas. Et donc là vous allez voir, comme hier, mes 60 niveaux de hiérarchie. Hop, Brewjug, pour mes démos. MQTT, et donc là j'ai mes deux applications. Donc je vais commencer par charger la première qui va être l'application qui va recevoir les ordres du thermostat. Et donc comme on fait ça en Micronaut, l'application c'est la même, ce qui change c'est ça, c'est un MQTT. Maintenant je veux que tu t'en ailles, voilà. On la note avec @MQTT subscriber, on lui donne le topic, et puis derrière il reçoit un byte array, et puis on en fait ce qu'on veut. Et donc en l'occurrence mon application elle est ultra compliquée, elle fait juste loguer le message qu'il va recevoir. D'accord ? Donc ça c'est le serveur qui reçoit des ordres. Donc là, ce serveur-là, je vais le démarrer. Et puis tiens, je vais le démarrer en natif. Et puis on va l'abandonner. Pendant ce temps-là, je vais aller charger l'autre application, qui est le client. Donc là, on imagine que c'est mon téléphone. Donc le client, voilà comment il fonctionne, lui. Le client, c'est un publisher, au lieu d'être un consumer. Et donc il publie sur le même topic, mais là c'est une application ligne de commande. Donc comme c'est une application ligne de commande, il y a un élément en plus. On a une command line, donc là pour ça on utilise Pico CLI, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un des outils de gestion de ligne de commande qui est les plus sympas en Java. Donc, parce que vous pouvez tout annoter avec des @command, ce genre de choses. Et donc vous lui précisez les options, et puis il s'occupe de faire les conversions automatiquement, tout ça c'est sympa. Donc pour faire de la ligne de commande c'est très pratique. Et donc vous imaginez bien que c'est intéressant d'avoir une application native pour faire de la ligne de commande. Parce que les applications Java ligne de commande à chaque fois, prendre 500 millisecondes dans la vue à chaque fois qu'on les démarre, c'est pas top. Donc là, avec du native, c'est sympa parce que du coup c'est assez instantané quoi. Donc on va se rapprocher de l'expérience utilisateur que vous avez sur du Go, du Rust, ce genre de choses. Après les binaires vont être plus gros, hein, je vous cache pas ça. Et donc comment fonctionne ce client? Et par défaut en fait il récupère une température que je récupère juste de l'environnement. Ça c'est juste pour des tests. Et donc s'il n'y a rien, il utilise 25, et sinon on utilise tout simplement les options qui sont passées sur la ligne de commande. D'accord? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, interrompez-moi. Mais a priori, voilà, c'est relativement simple. Donc maintenant l'intérêt, ça va être de lancer mon application et de voir ce qui se passe du côté de mon producteur. Donc là ce que j'ai pas dit quand même, c'est que c'est bien vraiment deux projets Git séparés. On est sur par exemple deux équipes, une qui s'occupe du serveur et puis l'autre qui s'occupe du client. Mais pour faire des tests, c'est quand même bien de se dire tiens, est-ce qu'on peut pas voir comment ça marche quoi. Et donc là je vais faire ça, Gradle run, pareil. Et donc là, comme j'ai rien spécifié, je vous ai montré, il devrait envoyer le message, mais à 20,5 degrés. Il me dit topic published, donc si je vais sur mon autre application, voilà, on voit qu'il l'a reçu. 20,5 degrés. Donc pour vérifier que j'ai pas triché, Monsieur Macron nous a dit qu'il fallait pas dépasser température 19 degrés. Gradle run. Il m'a publié, je reviens de l'autre côté, il a reçu. D'accord? Donc là, j'ai d'un côté une application qui a été lancée en mode natif, donc compilée en mode natif, lancée en natif, c'est mon serveur. Et de l'autre côté, j'ai mon application qui est pour l'instant, le CLI, je l'ai lancé complètement en Java, et qui a communiqué avec mon MQTT. Ok? Donc comment ça marche? Encore une fois, c'est pas très compliqué. Il y a une grosse différence par rapport à l'exemple, le premier que je vous ai fait. La grosse différence, ça va être dans le build.gradle que vous allez le trouver. Il est où? Il est sur ma machine. J'ai rien fait du tout. Il s'est instancié tout seul. Par mon serveur. Donc le premier que j'ai lancé a lancé un RabbitMQ. Et le deuxième s'est connecté dessus. Et donc comment ils ont réussi à trouver qu'il fallait qu'ils causent ensemble? C'est ici. Donc dans la conf, j'ai ça. Shared server true.
Donc en rajoutant ça, en fait je suis en train de lui dire maintenant le test resource service, donc le serveur de test resource, il est partagé entre tous les projets de la machine. Donc le premier qui le lance, eh ben, en fait c'est lui qui est responsable de lancer toutes les ressources qu'il faut, et puis tous les autres qui sont lancés après, ils vont être capables de se connecter dessus. J'ai rien précisé, donc là si je vais dans ma conf, je vais voir mon application.yaml, j'ai juste ça, et c'est tout. Donc c'est juste l'ID du client, MQTT, mais c'est tout. Et si je vais dans mon côté serveur, ah non, là j'étais sur le serveur, oui. Et si je vais du côté du client, pareil, j'ai zéro configuration. Donc je vais dans source main resource application.yaml et c'est exactement la même chose. Donc j'ai pas spécifié de MQTT, quoi que ce soit, pas d'URL à se connecter, rien du tout. Donc en fait, zéro configuration, il vous a lancé un MQTT pour vous sans que vous ayez à vous poser la question de comment. Donc ça c'est, je pense c'est plutôt cool. Voilà. Donc en fait vous n'avez pas besoin d'aller expliquer qu'il fallait un MQTT pour pouvoir lancer. Donc vraiment la grosse différence c'est ce flag là qui dit shared true. Si on fait pas le shared true, du coup c'est pas le même, ça va pas être capable de communiquer entre eux. Je l'ai démarré, ouais c'est un run ouais. C'est pas que pour les tests unitaires, c'est pour les tests en sens général. Parce que là en fait, quand on fait Gradle Run, quand je fais Gradle Run, c'est un run spécial, c'est un run en mode développement. Donc c'est pour ça développement, test. Voilà. Donc, vous pouvez dire test resource, c'est plus du développement, ça inclut les tests, mais c'est vraiment dans le sens, on a besoin de ressources de tests qui sont des conteneurs SQL, un Kafka, là c'est du HiveMQ qui est lancé, etc., etc. Kafka, pareil, il n'y a rien à spécifier. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, il y a un projet qui s'appelle Micronaut Kafka qui va vous fournir un certain nombre d'annotations. Exactement. Donc en fait, vous allez dans le launch, chercher la feature Kafka, puis vous allez trouver ça. Donc c'est assez, vraiment c'est sympa. Donc là c'est le deuxième exemple qui est un petit peu plus compliqué, mais ce qui est sympa aussi c'est que bah voilà, vous êtes tous à faire du Maven, c'est dommage quand même. Mais on va dire que l'équipe qui fait le client allait passer sous Gradle, mais en fait avec ce mode shared, vous pouvez avoir les deux qui communiquent quand même. Donc vous pouvez avoir le Gradle qui communique avec le Maven, ça fonctionne très bien. C'est bon? Toujours perdu personne? Allez. Donc je vais hop fermer ce projet. Et je vais revenir à mes petits slides. Donc qu'est-ce qu'on a vu là? En fait on a vu quelque chose qui fonctionne en cross-projet. Donc j'ai vraiment des projets qui sont séparés. On imagine bien des repositories Git séparés. On les charge et ils sont capables de communiquer entre eux. Donc chacun des projets peut être développé indépendamment. C'est-à-dire que je peux lancer mes tests de mon serveur, ça va faire des spawns de test containers et puis à la fin ils vont être arrêtés. Et puis d'un autre côté, je peux les lancer ensemble, où du coup ils vont partager ces ressources, et donc là ça me permet de tester l'application plus en mode interactif, en run, vraiment. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Bien. Donc maintenant la troisième démo, ça va être un cas un petit peu plus embêtant, puisque par exemple bah, on vous demande d'implémenter des fonctionnalités d'envoi d'email. Donc là, pour envoyer des emails, bah, en fait, il y a un projet qui s'appelle Micronaut Email que vous pouvez intégrer. Et donc lui, il va s'intégrer et il va vous permettre d'utiliser un certain nombre de services. Il y a des services providers chez Amazon, ce genre de choses là qui vous permettent d'envoyer des emails. Ou vous pouvez simplement utiliser un serveur SMTP pour le faire. D'accord? Avec Java Mail. Problème, lancer et configurer un serveur SMTP, c'est un petit peu compliqué quoi. Voilà, c'est pas. Si vous avez déjà fait ça. Moi j'ai fait ça il y a 20 ans, hein, c'était facile, mais maintenant avec toute la conf, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis Test Resource n'a pas de support de SMTP. Bon bah perdu. Voilà, vous pouvez pas utiliser Test Resource, c'est dommage. En fait si, parce que vous avez un collègue à vous qui vient qui dit hey, j'ai trouvé ce super Docker container qui s'appelle Fake SMTP et qui fait exactement ce que tu veux.
Alors, comment on va pouvoir l'utiliser? Ben là, je sais ce que je vais vous montrer dans cette démo-là. Hop. Donc là, je vais ouvrir mon projet démo SMTP. Je repasse en full screen. Et donc là pour le coup mon service, donc j'ai un service qui va être annoté par @singleton et le email sender que vous voyez là, c'est Micronaut email qu'il fournit. Donc lui, le email sender, voilà, il a une méthode relativement simple, c'est un builder d'email et puis vous lui passez le sender, le from, le tout. Donc c'est une API qui abstrait tous les différents services d'envoi d'email. En gros, d'accord. Et donc après, bah, comme partout dans Micronaut, comment on va lui dire quel est le service qu'il va utiliser? C'est par de la configuration. Et dans ce cas-là, en fait, la configuration se fait par un Java Mail Session Provider, parce que je vais utiliser Java Mail. Donc pour que ce Java Mail y fonctionne, pour que je puisse envoyer des messages avec SMTP, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de configurer l'hôte du serveur SMTP et son port. C'est tout. Java Mail de base. Donc là, c'est des properties, tout simplement. Et donc là, ce sont des propriétés que je devrais configurer pour la production. Ok? Et donc, mais moi, maintenant, je veux pouvoir faire mes tests quand même. Et je veux que quand je lance mon test ici, ça marche. Alors, comment je fais ça? Donc, mon collègue, il m'a dit qu'il y avait un truc qui s'appelait fake SMTP, donc on va l'utiliser. Donc là, maintenant, je commence à introduire un nouveau bloc de conf qui s'appelle test_resource. Et là où, par convention, on va pouvoir définir les fameux conteneurs Docker qu'on va vouloir utiliser. Donc là, j'en définis un qui s'appelle fake SMTP, je lui donne l'image que je veux utiliser, et puis derrière, je vais lui faire de la configuration des mappings. Donc en gros, je vais lui dire, le hostname qui est exposé par ce conteneur, tu vas le mapper sur la propriété Micronaut smtp.host. Et puis c'est pareil, ce conteneur il expose un port 25, et là tu vas le mapper sur le smtp.port. Donc là on est en train d'expliquer comment il va mapper ça sur les propriétés Micronaut qui sont attendues. C'est tout ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de plus. Et donc là si je lance ça et que les dieux de la démo sont avec moi, mon test devrait passer. On va voir. Donc là voilà, je dois avoir ici création d'un conteneur fake SMTP et tout a été envoyé. Et comme je disais, ne me faites jamais confiance. Donc c'est pas parce que vous avez vu un test qui passe qui fonctionne. Donc je vire ma conf et normalement, j'espère, ça devrait planter cette fois. Voilà, ça plante. D'accord. Ça vous va ou pas? C'est quand même... Voilà, c'est super pratique. Donc là, en fait, ce mode-là, ce bloc de configuration-là, c'est la configuration que vous allez pouvoir utiliser si vous commencez à avoir des besoins un petit peu avancés. Mais en fait, il n'y a rien de particulier avec ce conteneur. Tous les conteneurs qu'on lance, ils sont exposés aussi. Donc par exemple, tout à l'heure, le Postgres que j'aurais pu configurer ici Postgres, et puis lui dire changer l'image, ou configurer d'autres choses. Donc dans les choses que vous pouvez configurer, vous pouvez aller sur la page de documentation de Micronaut, et donc par exemple, je vais grossir un petit peu, mais vous avez ce genre de choses, donc vous pouvez lui dire copie des fichiers de configuration dans le conteneur. Donc je sais pas si vous avez déjà utilisé Test Container ou pas, Test Containers. Voilà. Donc Test Containers, en fait, il y a quand même pas mal de code à écrire pour faire de la glue pour lancer. Donc vous allez avoir des choses à injecter dans vos tests. Il va falloir faire du nettoyage à la fin. Mais en fait, tout ça, vous oubliez. Terminé. Et là, on fait que de la conf. Et puis, vous pouvez vraiment configurer tout comme ça. Ça vous plaît ou pas? Ouais, c'est bien. Spring 3, je sais pas. Je t'avouerai que... Test Container est supporté par Spring depuis un moment, hein, c'est pas spécifique. D'accord. Ouais. Mais ça, enfin Spring 3 n'a pas un truc équivalent à ça, Test Resource. Hein. Même Quarkus, ça passe ce genre de choses. Hein. Après, voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment le cas où vous avez un conteneur Docker que vous voulez réutiliser.
Mais en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était aussi un système de test resource qui soit un petit peu plus générique que ça. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est du test container. Parce qu'en fait, test container, c'est juste un détail d'implémentation. On l'utilise en interne, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser test container. Donc si par exemple vous avez d'autres ressources de test ou des choses un petit peu plus complexes à mettre en œuvre, bah là vous pouvez passer au mode on va dire hardcore et à implémenter vous-même vos test resources. D'accord? Donc rien à voir avec Elon Musk, hein. Donc là ce que j'ai fait, bah, c'est juste de la configuration. Mais maintenant on va aller voir comment on va implémenter ce test resource custom. En fait, c'est une application Micronaut elle-même, le serveur qui tourne derrière en tâche de fond. Ouais. Et qui répond, en fait, c'est elle qui répond aux questions. Est-ce que tu connais la valeur de la propriété data source default URL? Puis il va dire ah bah oui, je sais faire. Tac, il en renvoie. Donc là, on va voir exactement comment ça marche. Donc en fait, toutes les ressources que je vous ai montrées là, dans toutes les démos, fonctionnent sur la même API que ce que je vais vous montrer là dans la dernière démo. Donc la dernière démo, c'est celle qui hier nous a pris beaucoup de temps parce qu'elle marchait pas. Et en fait, je suis tombé sur un bug de test resource, donc il va falloir que je le corrige. Mais c'était pas un bug méchant, je vais juste vous expliquer ce qui se passe après. Je quitte ce mode là, on va fermer une fenêtre, deux fenêtres, close all projects, et je vais aller ouvrir le dernier. Il est ici. Alors, donc là je vais commencer par cette page là, cette classe là. Donc c'est super intelligent, hein. C'est un bin qui prend en paramètre une propriété qui s'appelle mon message et qui doit dire hello avec le message derrière. D'accord, donc là on a ça, c'est une propriété qui doit être configurée dans l'application Micronaut. Donc on imagine qu'en prod vous fournissez la valeur, mais là pour tous les tests unitaires, pour tous vos tests locaux, bah, en fait vous voulez utiliser une valeur random. D'accord, donc c'est un exemple complètement idiot parce qu'en pratique il suffirait de faire un application-test.yaml et de mettre la valeur de la propriété, ça serait terminé. Mais on imagine que c'est plus compliqué ce que vous vouliez faire. Donc par exemple aller contacter une base de données pour aller récupérer des credentials de test, j'en sais rien. Ce genre de choses. Plus compliqué. Donc comment on va faire ça? Donc là déjà, on peut aller voir mon resource application.yaml et on voit qu'il ne configure pas cette propriété. Donc elle va manquer lorsqu'on va lancer nos tests. Donc les tests, ils sont toujours dans src test, j'ai le greeter qui est là. Je vais hop redécaler et Alt 1 va-t'en à la fin? Non, bon, il veut pas. Donc le greeter, eh ben, c'est un test hein, qui fait @inject de mon greeter et donc je m'attends à ce que quand je lance ce test là, avoir le message Hello World. Donc si mon test il fait ça, ça veut dire que moi la test resource que je vais devoir implémenter, il va falloir qu'elle renvoie le mot world, tout simplement. Si je lance ce test, hop. Ce que je veux savoir quand vous utilisez Gradle, IntelliJ a tendance à cacher beaucoup de choses, ce que j'aime pas, donc il se passe des choses, donc il faut aller cliquer sur les instantiating pour voir ce qui se passe derrière. Donc mon test il plante, c'est ce que j'attends, parce que pour l'instant en fait il dit hello Lille. Okay. Donc j'ai quelque chose en fait qui m'a renvoyé la valeur Lille. Donc on va aller corriger ça. Et donc c'est l'occasion d'aller voir comment j'implémente ma test resource. Donc là, ça ne fonctionne uniquement qu'avec Gradle. Pourquoi? Parce que dans Gradle, vous avez la possibilité de créer ce qui s'appelle des source sets supplémentaires, quelque chose qui n'existe pas dans Maven. Donc le source set, c'est typiquement le concept, j'ai un source set main, j'ai un source set de test. Là, je peux créer un source set de test supplémentaire qui est test resource. Donc c'est là que je vais écrire mes test resources. C'est important que ça soit séparé. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous avez compris comment fonctionne test resource, c'est un process séparé. Donc cette classe qui s'appelle myTestResource va être injectée dans le classpath du serveur de testResource. Elle ne va pas être sur le classpath de vos tests.
Donc c'est un ClassPass séparé. Donc si vous implémentez ce que souvent les premiers ont fait, essayez d'implémenter la test resource dans SRC test, ça marchera jamais. Parce que de toute façon vous êtes dans le process de vos tests unitaires qui eux ont besoin du test resource serveur. Donc en fait ils pourront pas communiquer entre eux. Ça marchera jamais. Donc c'est vraiment séparé. Donc comment on implémente ça? Donc là je vous montre le strict minimum qu'il faut implémenter. Donc on implémente l'interface TestResourceResolver et il y a deux méthodes à implémenter. La première s'appelle getResolvableProperties et la deuxième s'appelle Resolve tout simplement. Alors la première, s'il te plaît, montre-moi CTRL+ là. Voilà, le petit détail. Donc là, en fait, ma test resource elle est relativement simple. Elle a une seule propriété qu'elle est capable de résoudre. La propriété qui s'appelle mon message. D'accord? Donc elle dit simplement, moi je suis uniquement capable de renvoyer ça. Alors, vous avez des paramètres en entrée. Pourquoi vous avez des paramètres en entrée? C'est par exemple pour pouvoir lire cette fameuse configuration test resource. En fait, vous avez accès ici. Et puis c'est pareil, quand on imagine les data sources, en fait le nom des propriétés qu'on est capable de résoudre dépend du nom des data sources que vous avez définies dans votre configuration. Donc là encore, c'est des choses qui sont injectées ici. Ça vous permet de lire le nom des data sources pour pouvoir dire je suis capable de résoudre datasource.toto.url. Ce genre de choses. Mais ici c'est super simple, une seule propriété, et puis derrière je vais faire un resolve. Et donc je vais dire si c'est bien la propriété que moi j'attends, et au lieu de dire Lille, je vais dire world. Je retourne sur mon test. Hop. Je le relance. Et c'est là que hier, ça n'a pas marché. Voilà. Et cette fois, il passe. D'accord? Donc là, c'est vraiment le cas d'utilisation le plus simple. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi la démo a planté hier, mais en gros, l'idée, c'est que je suis passé à Java 17 et que c'était pas une bonne idée. Donc là encore, j'ai pas de configuration particulière dans mon build on Gradle. C'est vraiment quelque chose de simple. J'ai pas de configuration ici, j'ai pas de configuration YAML non plus. C'est juste, vous venez avec votre propre test resource parce que vous avez envie d'implémenter quelque chose. Mais ça n'utilise pas test containers. Ça fait juste résoudre des propriétés. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est test resource renvoie des propriétés quand elles ne sont pas connues. Tout simplement. Ouais. Non. Tu ne peux pas vraiment contrôler le cycle de vie de la ressource. Donc là, il y a toute une documentation qui explique le cycle de vie. Mais en gros, le cycle de vie, il est lié à la build. Donc c'est vraiment quand tu lances ta build, qu'il y a le serveur de test qui est lancé, les ressources sont créées, et elles vont survivre jusqu'à temps que quelqu'un arrête le serveur. Oui. Donc par défaut, dans Micronaut, tous les tests, par exemple, qui font de la base de données sont transactionnels. Donc ça veut dire que ça crée des choses dans la base de données, puis ça les élimine juste après. Donc de toute façon, tu es toujours dans un état propre, entre guillemets. Non, t'as pas besoin. Ça c'est le comportement de par défaut, mais après si vous voulez changer, vous pouvez le changer. Ouais. Ouais, en fait dans Micronaut Test, il y a un paramètre qui s'appelle transactional, et puis vous pouvez mettre false, et dans ces cas-là, vous décidez ce que vous faites. C'est pareil, vous pouvez créer des listeners pour aller injecter des données de test, ce genre de choses. C'est toujours possible. Ouais, ouais, ouais. En fait, on écrit des tests comme on écrit une application. L'injection de dépendance est disponible. Donc, voilà. Hmm. Ouais. Mais c'est pas interdit, tu peux toujours le faire. En fait, ce que ça simplifie là, c'est que avant tes tests fonctionnels c'était super compliqué à mettre en place.
Alors que là, en fait, c'est trivial. Donc en fait, on rend les tests fonctionnels ultra simples à faire, et pour moi, les tests fonctionnels, enfin, c'est mon avis personnel, les tests fonctionnels ont beaucoup plus de valeur que les tests unitaires. Les tests unitaires, souvent, il y a des gens qui sont un petit peu fous et qui veulent du 100% de test coverage, machin. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Si ce n'est à chaque fois que tu fais un refactor, à devoir refaire tes tests. J'aime bien les tests unitaires pour tester les trucs, c'est un petit peu compliqué, ou pouvoir vérifier que je vais pas avoir de régression dans un algorithme, par exemple, dans un truc un petit peu compliqué. Mais pour le reste, je préfère des tests fonctionnels où c'est ma vraie application qui est derrière, qui va se comporter comme la vraie application. Ouais. Ouais. Mais ça t'empêche pas d'écrire des tests purement tests unitaires, hein. Il y a... Ouais, 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 tu fais... Ouais, ouais, des mocks. Et tu peux faire du remplacement de bin. Voilà. Donc là, par exemple, dans le test, dans le projet que j'avais fait avec Postgres, je peux très bien remplacer le repository par un mock. Je ferai dans mon test, en fait, je ferai une interface qui étend mon repository et je la noterai avec @replace et je lui donnerai le type du repository que je remplace et du coup, ça sera lui qui sera utilisé. Et donc là, je peux renvoyer des données qui ne vont pas utiliser de vraie base de données pour le coup. Mais l'avantage, c'est que là, en fait, tu fonctionnes. Mm. Ouais. Et l'autre intérêt, c'est que souvent, en fait, il y a un gros souci notamment sur les bases de données, c'est que ce qu'on voit beaucoup, c'est que votre base de données de prod, je sais pas, on va dire, ça va être du Oracle, mais pour les tests, bah, vous n'avez pas l'Oracle à disposition, donc vous faites du H2. Sauf que du coup, c'est pas du tout le même comportement de la base de données entre les tests et la prod. Donc là, ça te permet vraiment d'avoir un environnement de développement qui va être complètement calqué sur celui de production. Non, vas-y. Ouais, 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 il y a ça aussi. Ouais, ouais. J'y viens. De toute façon, on arrive au bout, hein. J'y viens. Hop. Donc, on s'en moque un peu. Donc là, voilà. Donc là, typiquement, c'est les choses qu'on supporte de base avec Test Resource. Donc sur les bases de données, donc je sais plus qui posait la question tout à l'heure, mais c'est peut-être toi d'ailleurs sur Reactif. Voilà. Donc JDBC, R2DBC, donc sur Postgres, MySQL, Oracle et SQL Server. Donc si c'est une autre base de données, vous n'aurez pas le support de base dans Test Resource, mais vous pouvez l'implémenter par les conteneurs conventionnels, chose que j'ai appelé la configuration là. Et puis derrière, donc sur les différentes technos, en gros, la plupart de ce qui est supporté par Test Container, on le supporte aussi, sauf quand il n'y a pas de module Micronaut correspondant. Donc, donc ça veut dire que voilà, tout cela, Elasticsearch, Mongo. Donc sur MQTT, tout à l'heure, j'ai fait le choix d'utiliser HiveMQ, mais vous pouvez utiliser du Rabbit, Neo4j, Redis, et puis pour la gestion des credentials, vous avez HashiCorp Vault, qui fonctionne très bien aussi. Au-delà de ça, donc, bah, ce que je disais, hein, si vous n'avez pas les conteneurs qu'il faut, il ne faut pas hésiter à utiliser cette partie conventionnelle YAML pour pouvoir utiliser vos conteneurs. Et puis, bah, si vous êtes dans le cas où c'est pas des conteneurs Docker qui sont disponibles et que vous avez d'autres besoins, vous pouvez vraiment aller implémenter vos propres test resources. Euh, donc je vous expliquais comment le faire avec Gradle. Si vous utilisez Maven, ça reste possible, mais une des difficultés, c'est que vous allez devoir créer des projets séparés. Donc vous allez devoir avoir un projet séparé qui va avoir le class path des test resources, et puis après il va falloir faire de la configuration en test resource pour lui dire d'utiliser ce projet-là. Donc c'est faisable, mais c'est un peu beaucoup compliqué, on va dire. Là, dans Gradle, vous n'allez pas avoir le problème. Puis donc le point à retenir vraiment, c'est que ça a été vraiment conçu pour être compatible avec Native Image. Donc vous ne posez plus la question de la pollution du ClassPass qui va vous mettre des librairies qui vont pas supporter les réflexions, tout ça. Donc là vous n'allez pas à avoir ce problème-là. Et puis donc les ressources, ce que je vous ai montré au début, donc Launch. À chaque fois j'oublie de le dire, mais évidemment Micronaut c'est un projet open source qui a du support sur plein de différentes technologies. Donc là, j'en ai listé quelques autres, mais on a, je sais plus d'une centaine de modules.
Donc voilà, faut aller voir. Certains sont maintenus par nous en équipe core, d'autres sont maintenus par la communauté. Et puis donc le projet que je vous ai présenté aujourd'hui, donc le dernier sur lequel j'ai travaillé, donc là c'est Micronaut Test Resource. Donc si vous avez des besoins particuliers de ressources de test qui ne sont pas supportées par défaut, faut pas hésiter à créer des issues et puis on verra ce qu'on peut faire, tout simplement. Voilà, je posterai les slides ici. Et puis on est arrivé au bout, donc si vous avez des questions, faut pas hésiter. Ouais. Oui. Oui. Ça devrait bien se passer, et si ça ne se passe bien, tu peux lui spécifier un port explicite. Ouais. Ouais. Alors il y a plein de possibilités que j'ai pas montrées ici, mais on peut imaginer un projet qui ne contient que des tests ressources. Et donc ce projet serait par exemple sur le CI, et vous lancerez des serveurs de test, Postgres, Kafka, etc. Et il serait là en permanence, et vous pouvez avoir vos projets qui communiquent avec ce serveur de test. Donc là c'est plus compliqué, en fait le plugin de base Gradle ou Maven ne permet pas de spécifier l'URL sur laquelle on va se connecter, mais en théorie c'est possible. En fait on a toute la techno qui permet de le faire. C'est juste qu'on n'a pas encore ouvert cette configuration là de manière explicite. Ouais. Ouais. Voilà. Donc typiquement tu feras enfin sur GitHub Workflow, tu feras un workflow où tu fais les 3 étapes quoi. Sur les autres, je suppose que tu as des équivalents, hein, Jenkins, hein, mais voilà, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, vas-y. Ah, quand même. Ouais. Pourquoi tu spécifies add singleton? Parce que en fait Micronaut fonctionne avec l'annotation processing. Donc si tu n'annotes pas ton bin avec add singleton, il sait pas que c'est un bin, tout simplement. Non. Par défaut, c'est une classe random que tu utilises chez toi. Ouais, si il est pas noté, t'as rien. Ouais. Ouais. Hmm. C'est ça. Il y a une annotation plus simple qui s'appelle add component où tu peux avoir des lifecycle custom, tout ça, mais voilà, de base. Oui, oui, complètement. Ce que j'expliquais au début, en fait, si tu vas dans le starter, que je vais hop, rouvrir ici, non, s'il te plaît, pas celui-là, le starter qui est là. Si vous allez ici et que vous sélectionnez la feature qui s'appelle Spring, voilà, en fait, vous avez le support de plusieurs modules de Spring. Donc, par exemple, Spring Boot, ça va vous ajouter le support des annotations Spring Boot. Spring MVC, bah évidemment. Et l'avantage, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Donc, vous pouvez avoir une application Micronaut qui va être intégrée dans une application Spring, mais vous pouvez aussi utiliser des composants Spring directement dans Micronaut. Ouais. Et on a un guide, si vous allez sur micronaut.io/guides, on a même un où en fait on vous explique comment convertir votre application Spring Boot en application Micronaut sans rien changer au niveau du code. La plupart des annotations Spring sont supportées, il y en a quelques-unes qui sont spécifiques qui ne le sont pas, mais là je peux pas dire, de mémoire je peux pas vous dire lesquelles. Ouais. Tu peux, oui, parce qu'en fait, dans la conf, il y a quelque chose qui s'appelle les modules. Donc en fait, là, j'en ai pas trop parlé, mais il y a de l'inférence du ClassPass qui est faite. Donc c'est parce qu'on va voir que dans votre ClassPass, vous avez Postgres et que vous utilisez Spring Data, Micronaut Data, je veux dire, que on va aller injecter automatiquement dans le ClassPass du serveur de test un certain nombre de ressources, mais vous pouvez ajouter vos propres ressources dans le ClassPass, si jamais ça marche pas. Et typiquement,
Exactement. Ouais, ouais, tu pourrais faire ça. C'est assez, vraiment, c'est assez ouvert, hein, toutes les possibilités sont ouvertes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein. Ouais. 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 Oui. En gros, la différence entre Quarkus et Micronaut. Pourquoi utiliser Quarkus ou Micronaut? Ok. Les deux frameworks sont extrêmement proches en termes de fonctionnalité, en termes de différentes librairies qui sont supportées, même dans la philosophie, c'est très proche. En termes d'implémentation, c'est complètement différent. Micronaut va favoriser donc la notation processing, la génération de classes supplémentaires, et va pas modifier le bytecode. Quarkus, c'est de la modification de bytecode, et c'est de la configuration par exemple native qui va être spécifique à votre environnement. Donc par exemple, si vous déployez une application Quarkus native, il faut qu'elle soit compilée directement sur l'environnement cible. Micronaut, on va par exemple fournir des tâches Gradle, Docker build, où on va compiler dans Docker pour éviter ce genre de problème. Mais là, par exemple, une des grosses différences avec Quarkus, c'est que dans Quarkus, comme ça fait de la modification de bytecode, en fait la classe que vous voyez au runtime, elle a été modifiée par rapport aux sources qui existent. Donc vous allez avoir des exceptions qui vont se référer à des choses qui n'existent pas en fait. Alors que dans Micronaut, en fait toutes les classes sont là, elles sont générées et vous pouvez y avoir accès. Donc là, au niveau c'est vraiment des détails d'implémentation. Et puis après, on va dire que Quarkus est plus orienté JPA microprofile, alors que sur Micronaut, voilà ce que je vous ai montré, c'est assez générique. Et puis on a plein d'implémentations différentes, JDBC, JPA, Hibernate, tout ça. Ok, bon, je pense qu'on va devoir faire notre petit tirage. Donc comment vous voulez faire qu'on fasse gagner ça? J'ai pensé à un moyen de le faire, mais là on commence à être nombreux. Donc je vais vous faire travailler. Je vais vous faire travailler. Vous allez devoir vous donner des numéros chacun et me dire combien il y a de personnes dans la salle. Ah, mais je vais tirer un numéro au sort, donc forcément. Et donc je vais le faire avec Micronaut, forcément. Donc on va faire un draw contrôleur. Et donc là, contrôleur slash. Et puis on va lui faire un public int winner. Où ça va renvoyer un entier. Hop, sur le slash, ça sera très bien, on s'en moque un peu. Ouais, ça serait bien de compter, puisque là je dois faire... Faut vous mettre d'accord, parce qu'après faut pas se battre. Hein. Alors combien il y a de personnes? 14 personnes? Hop. Allez, on lance l'application. Hop, allez, sur le terminal. Slash. Et ben c'est le numéro 1 qui a gagné. C'est qui numéro 1? Et ben voilà. Bravo. Bon, merci. J'espère que j'ai pas été trop long. Ça a été? Parfait. Tel Jésus.